Voilà. Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Voilà. Bien, donc cette conférence, elle est sur la difficulté que nous rencontrons tous dans l'éducation de nos enfants. Et j'ai cherché, moi, ayant eu 4 enfants, ben, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait. Et en me formant pour devenir thérapeute, eh ben, j'ai eu pas mal d'éléments de réponse. Et c'est ces éléments de réponse que je vous offre aujourd'hui. Voilà, donc on va voir le fonctionnement de la famille, on va parler un peu de transgénérationnel, on va aussi parler d'éducation. Enfin, en tout cas, de pistes possibles dans l'éducation des enfants. Voilà, pour justement, on le verra, sortir des habitudes éducatives qu'on a tous eues, quoi, hein. Comme je le disais dans la publication, quelquefois à- on se surprend à dire les mêmes phrases aux parents alors que justement, on ne voulait pas les dire. Voilà. Bien, donc ben, ça commence par une histoire d'amour, hein, et, euh, et par un coup de foudre. Voilà. On va regarder un peu l'origine du coup de foudre parce que ça va nous donner des indications pour la suite au niveau de la fondation du foyer. Donc, souvent, on a un coup de foudre par atome crochu inconscient, hein. Donc, ce sont des mémoires communes. Donc, ce sont on peut penser qu'on a les mêmes passions, qu'on a les mêmes goûts, qu'on a les mêmes qualités, les mêmes sensibilités, mais les approches inconscients, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, on va regarder ce que c'est. Alors, on a tous ceux qui sont liés à la survie de l'espèce, hein. Ça veut dire que si dans vos familles respectives, les femmes qui ont bien enfanté, elles sont pulpeuses, et bien, les garçons de votre clan auront tendance à choisir des femmes pulpeuses. Et inversement, si les femmes qui ont réussi à mettre au monde des enfants sont des femmes très minces, c'est ce modèle-là qui inconsciemment va être valorisé et, et va comment dire, être choisi. C'est-à-dire que les garçons, par exemple, seront plutôt sensibles à des femmes minces ou à des femmes pulpeuses selon le modèle que notre système de survie, c'est-à-dire dans la partie la plus archaïque du cerveau et aussi en lien avec notre système nerveux autonome, on va avoir retenu, il y a ces modèles-là qui sont inscrits en nous. Alors évidemment, ce n'est pas systématique et ce n'est pas du 100%. Il y a toujours des marges de liberté. Mais on va dire, on est quand même beaucoup, beaucoup téléguidé par notre inconscient familial. Voilà. Donc là, c'est évidemment pour les femmes qui vont choisir des grands costauds et d'autres des fins, hein, c'est le même principe que pour les femmes. L'idée étant que pour notre cerveau de survie, le but est de pérenniser l'espèce. Il nous envoie deux injonctions très puissantes, survivre l'instant d'après, et l'instant d'après, et l'instant d'après. Et c'est une pression qui est très très forte, et pérenniser l'espèce. Ce qui veut dire que en ce qui concerne pérenniser l'espèce. Nous, je crois que les femmes, on vient avec plusieurs centaines d'ovules au monde. Et, euh, et je crois que cette pression se calmerait si on faisait 800 grossesses, ce qui est techniquement impossible avec notre durée de vie et surtout notre durée de fécondité. Mais c'est pour dire l'importance de cette pression. Voilà. Donc, les précédents, c'était des atomes crochus qui sont plutôt positifs, hein, d'avoir un bon modèle pour la survie de l'espèce, c'est plutôt bien. Mais il y a aussi des atomes crochus qui sont problématiques. On va les regarder. Et ces atomes crochus sont liés à notre passé, à ce qui peut se passer dans notre famille, les traumatismes, les drames, les secrets aussi de famille. Voilà. On est tous porteurs de ces mémoires qui sont soit les mêmes, vraiment les mêmes mémoires, soit qui sont comme si on jouait la partie inverse. Par exemple, on peut avoir
On entend souvent parler de victimes bourreaux sauveurs. Voilà, là, ce sont des problématiques en miroir. Bien. Alors, on va prendre un exemple, ce sera bien plus simple. On va prendre l'exemple de l'alcoolisme. Deux personnes peuvent être attirées l'une vers l'autre car elles ont une mémoire en commun et dans ce cas-ci, on va dire en miroir. Alors, vous pouvez très bien avoir subi des parents alcooliques, une mère ou un père alcoolique, et vous positionnez déjà enfant en tant que sauveur. Et du coup, vous pouvez être amené à tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est avec cette mémoire d'alcoolisme et qui va lui développer l'alcoolisme, lui ou elle, développer l'addiction alcoolique. Et on va recommencer ainsi de suite tant que ça n'est pas revenu à la conscience. Hein. Jung a cette phrase qui dit que tout ce qui ne revient pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc on peut dire l'inverse, tout ce qui vient à la conscience ne revient pas sous forme de destin. Voilà. Et donc pour ça, il faut voir comment ça marche. Donc comment ça marche? Eh bien d'abord, il y a l'information de l'alcoolisme qui est dans notre transgénérationnel, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Il y a ce qui se passe autour de la naissance. Imaginons que pendant la grossesse, il y ait eu de l'alcoolisme, eh bien, l'enfant va s'en imprégner non seulement sur le plan biologique, mais aussi sur le plan de l'information émotionnelle. Et il suffit qu'il rencontre, donc ce schéma-là, qui est un schéma un peu barbare, qui explique la manière dont traite un stress le système nerveux autonome. Donc celui-là, là, je ne sais pas si vous voyez avec la souris ici, le schéma qui est au-dessus de trauma. Eh bien, il suffit qu'on rencontre par exemple un gros stress et qu'on va choisir comme béquille sur le moment, eh bien, d'aller boire un verre. Pour que toute l'histoire, c'est-à-dire tout est prêt pour que si on prend un verre à l'occasion d'un stress, on devienne alcoolique. D'accord? Est-ce que là, il y a des questions à ce sujet? Parce que je sais que c'est un petit peu complexe. Pas dans le chat. Pas dans le chat. Toi, tu as une question, Audrey? Non, juste une petite interrogation. Je ne suis pas sûre d'avoir bien suivi. Quand tu parles des effets miroirs, c'est au niveau du couple. Hein. C'est qu'en fait, le couple… Oui, c'est quand on va se rencontrer parce que c'est ce qui va précéder la venue de l'enfant. Donc, c'est important c'est important de comprendre sous quelles instances le couple se forme et ensuite comment la fondation du foyer a lieu. Voilà, les informations en fait qui sont sous-jacentes, qui transitent par les deux êtres et ensuite vers l'être qu'ils vont créer, l'être ou les êtres qu'ils vont engendrer. Voilà, donc là, j'appelle ça des lignes de vie. Hein. Donc là, j'ai remis la première, on va dire en bleu, c'est madame, et en rose, c'est monsieur, histoire d'inverser les couleurs habituelles. Eh bien, il va y avoir des informations du même ordre dans le transgénérationnel, dans la période de gestation, et il suffit de rencontrer un trauma, pas forcément le même trauma, mais où on va donner la même solution. D'accord? Donc, c'est à cet endroit-là que les atomes inconscients se trouvent. Ils se trouvent dans le transgénérationnel de l'un et de l'autre et dans les temps de gestation et dans un trauma rencontré. Voilà. Je prends un autre exemple. Pardon. On va prendre l'exemple d'une femme dominante. Eh bien, on peut imaginer que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, eh bien, en 14, elle est allée remplacer, comme beaucoup d'autres femmes, les hommes à l'usine ou au champ ou à la boutique. Et que du coup, elles se sont rendues compte qu'elles avaient du pouvoir, la capacité de travailler, de gagner de l'argent et que peut-être elles pouvaient devenir autonomes. Bon, l'histoire a fait que les hommes en rentrant et tout le système de gouvernement a fait qu'elles n'ont pas pu garder ce pouvoir nouvellement découvert. Donc, il y a eu la guerre de 14, il y a eu l'entre-deux-guerres avec les années folles, il y a eu après la deuxième guerre où elles ont dû reprendre la place des hommes.
Mais imaginons qu'on ait une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère qui a fait mai 68, par exemple, et qui découvre la sexualité, la liberté, le début de l'égalité, pas le début, mais la suite de la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et qui peut très bien, du coup, après avoir la posture de dominer son mari, de porter la culotte, comme on dit, comme on peut retrouver en parlant de «Ah, ma grand-mère, oui, elle portait la culotte». Oui. Voilà, ce genre d'expression qu'on retrouve dans les familles. Voilà. Et du coup, ça peut donner après ça peut aller jusqu'à donner la maltraitance, ou en tout cas une forte domination des femmes sur les hommes. Ça, qui ont ce type de mémoire, hein. Tout le monde n'a pas ce type de mémoire. Ce sont des exemples. Voilà. Donc, il faut savoir que toutes les informations, tout ce qui a été vécu dans notre histoire familiale par nos grands-parents, arrière-grands-parents, parents et par nous, du moment qu'on y survit, c'est considéré comme bon, comme valable. Et donc, on va le garder. D'accord? Voilà. Donc, on pourrait croire que le célibat, c'est une solution, mais pour l'injonction de survie de l'espèce, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, on va reproduire de la même manière qu'on va hériter de ces mémoires d'alcoolisme ou pas, hein, ou de ces mémoires de domination dans le couple, et bien d'autres, il y a des milliers de mémoires, et bien du coup, ça va nous téléguider dans nos comportements. Voilà. Donc là, je vous ai remis ce schéma-là pour que vous compreniez bien. Ce qui s'appelle la normotonie, ben, c'est la vie de tous les jours. Il y a des hauts et des bas qui sont normaux. Puis arrive un stress plus important que les autres. Et notre corps, notre biologie, va gérer ça. On va passer ce qu'on appelle en vagotonie, c'est ce qu'on appelle aussi la phase de réparation. Si on prend l'exemple du moment où on se coupe le doigt, ben, au moment où on se coupe le doigt, c'est le stress aigu. La vagotonie, ben, ça va être l'information qui remonte au cerveau, le cerveau qui renvoie la réponse de fabriquer une croûte pour arrêter de perdre du sang et de reconstruire la peau sous la croûte. Et puisque la remontée, là, avec, je ne sais pas si vous voyez ma souris, la crise épique ici, là, avec les petits cercles concentriques, là, c'est le moment où ça nous gratte et on n'a qu'une envie, enlever la croûte. Et c'est le moment où, si ça saigne, on repasse en stress aigu et on recommence le chemin. D'accord? Et puis à ce moment-là, on se dit, bon, je vais peut-être arrêter de gratter la croûte pour que ça guérisse. Et là, on passe sur la deuxième partie qui est la voie vers la guérison et la vie normale, la vie habituelle continue. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair, ce schéma-là? Audrey? Oui, oui, je pense, il n'y a pas de question. Ok, très bien. Donc, si on force, c'est-à-dire si on veut absolument sortir de ces schémas par le biais de la volonté, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de résistance et on peut en plus avoir l'impression qu'on trahit et qu'on est même déloyal envers sa famille, même si c'est inconscient. On peut se sentir déloyal sans savoir à quoi. Voilà. Donc ça, c'est une notion importante, hein. Notre bonheur, il s'en occupe pas, il s'occupe de notre survie. Bon, la plupart du temps, sur le plan biologique, il le fait bien. Voilà. Donc, on peut avoir aussi, on va dire, si on a eu des parents avec une vie très, très difficile, on peut dire, mais c'est normal que c'est difficile, mes parents ont une vie difficile, pourquoi ça changerait pour moi? Hein, et donc, on a des sacs à dos plus chargés que d'autres. Voilà. Et surtout, ça devient un modèle. Exactement comme une femme pulpeuse ou un homme mince, ça devient un modèle. Voilà. Et donc, ça tire les ficelles de notre vie dans la relation de couple et dans l'éducation des enfants, parce que justement, là, on n'est plus maître de ça. Donc, on va regarder le transgénérationnel. Il y a beaucoup de monde qui nous influence dans notre transgénérationnel, je n'arrive plus à... Et on va à ce moment-là regarder
on n'est pas lié avec tout le monde dans le transgénérationnel, même si on est lié par le sang. Sur le plan des mémoires, on n'est pas lié à tout le monde. Voilà, par exemple, donc ça c'est la loi des fratries. On est, enfin, ces 3 catégories de chiffres, là, le 1, le 4, le 7, le 2, le 6, le 3, le 6, le 9, ce sont des types d'énergie. Hein. C'est-à-dire que un numéro 1 ne fonctionne pas comme un numéro 2, qui lui-même ne fonctionne pas comme un numéro 3. Le premier, le deuxième ou le troisième de la fratrie. Et donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que du coup, les réponses qu'on va leur donner à nos enfants, qu'ils soient numéro 1, numéro 2, numéro 3, ne vont pas être les mêmes. D'accord? On va voir ça plus en détail. Donc, les premiers, 1, 4, 7, leur qualité principale, c'est le commandement. Sachant que l'aîné commande, le 4 et le 7, ce sont les adjoints de l'aîné, on va dire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'aîné, parce qu'il y a une fausse couche, une IVG, ou qu'un enfant mort jeune, ou même mort adulte, celui qui va faire le travail de l'aîné, ce n'est pas le 2 ni le 3, c'est le numéro 4 et le numéro 7. D'accord? On va regarder les 2, les 5, les 8. Donc, ceux-là, ce sont les seconds. Leur qualité, c'est l'écoute et le discernement. C'est souvent le second qui va s'occuper de ses parents quand ils vieillissent, par exemple. Les troisièmes, eux, sont des électrons libres. Ce sont des personnes qui vont être capables de s'éloigner du clan pour découvrir d'autres choses, d'autres chemins. C'est pour ça qu'on les nomme électrons libres, parce que vraiment, ils ont un autre mode de raisonnement, un autre mode de fonctionnement, et ils osent surtout. Ils ont une facilité à oser. Voilà. Donc là, on a vu pour la loi des fratries, c'est entre les frères et sœurs dans une même fratrie, mais il faut savoir que ça va nous donner des affinités. Par exemple, moi qui suis 4, j'ai tendance à avoir des bonnes relations avec des gens qui sont 1, 4 ou 7. Et ainsi de suite, hein, parce que si on continue, on a 10, 13, ainsi de suite. Voilà. Et ça va aussi nous donner les liens dans l'arbre généalogique. Donc, selon qu'on est l'aîné, on va être en lien avec telle et telle personne. On va voir ça dans la diapo qui suit. Et ça va être intéressant parce que du coup, quand on fait un travail d'accompagnement thérapeutique dans ce domaine, on va savoir avec quelle personne de l'arbre il va falloir qu'on travaille. Et même si la personne est décédée, on peut faire un travail symbolique. Voilà. Donc, les 1 sont en bleu clair. Oui. Juste peut-être avant qu'on aille un petit peu plus loin, il y a une question par rapport à la compréhension là sur les fratries. Par exemple, si le numéro 4 est trop jeune pour prendre le relais de l'aîné, où tu disais si quelqu'un il décède à l'âge adulte et qu'il est le numéro 2, ben, il a quand même incarné le rôle du numéro 2 jusque-là. Numéro 1. Ah oui, alors ce qui se passe, c'est que quand il y a tout va dépendre du secret que vont entretenir les parents au sujet de la raison pour laquelle il n'y a pas de premier. C'est important que le 2 sache qu'il est un 2. D'accord. J'ai une amie, par exemple, elle a perdu sa sœur aînée, elle est morte à 5 semaines, je crois, 5 semaines de vie, et ses parents ont élevé la seconde comme une première. Et donc, c'était une grosse charge pour elle. La question, parce que du coup, j'ai rajouté une question à la question. Alors, je repose la question qui était posée dans le chat. C'est si le numéro 4 est trop jeune pour prendre le relais de l'aîné. Oui, eh bien, la charge pèse quand même sur lui. Il a quand même la charge, même s'il ne peut pas la réaliser dans les actes ou physiquement, il porte la charge émotionnelle d'être l'aîné, d'être le chef de clan. Et du coup, ça crée des grosses tensions parce qu'il va se comporter comme un petit chef, par exemple le 4, si c'est encore un enfant. Il peut éventuellement se comporter comme un petit chef si ses parents le laissent assez libre. Et du coup, pour les 2 autres, pour le 2 et le 3, c'est incompréhensible. Parce qu'eux, ils se sentent plus grands, donc ayant plus de valeur ou plus de capacité. Et ils vont donc très, très mal vivre les velléités du 4, même si c'est un petit enfant de 4
de 5 ans, qui peut vite se transformer en tyran, justement. Est-ce que ça répond à la question? Je pense, fais-nous un petit signe, Béatrice, si c'est OK pour toi, peut-être. Ouais, oui, si c'était par rapport, c'est vrai, c'était mon cas. Bah oui, c'était mon cas, bien sûr, hein, moi, je suis la quatrième et mon frère, il s'absentait. En fait, il avait des problèmes de santé, donc il n'était pas là tout le temps, quoi. En fait, il pouvait s'absenter une année entière, en fait, voilà. Eh oui, et oui. Et du coup, ça reposait sur toi. Eh oui, Mm. oui. Ouais. Voilà. Bien. Mm. Et du coup, sur le rajout de la question, Audrey, c'est… Non, c'était moi en fait qui disais. C'est la question que je me suis posée, c'est tu disais par exemple si le numéro 2, donc qui va plus avoir tendance à s'occuper de ses parents quand ils vont vieillir, mais s'il Oui. meurt à l'âge adulte, je pense que je me suis dit, mais alors qui c'est qui va s'occuper de moi? Eh bien, Mais en fait, c'est des schémas généraux, après ça c'est des s'adapte. schémas, c'est exactement des schémas généraux. Et ce qu'il faut comprendre, enfin, moi, ce que j'observe dans les familles, c'est que quand le 2 ne peut pas remplir sa mission, ben, parce qu'il est soit décédé, soit il n'a jamais pu naître parce qu'il est parti dans une IVG, par exemple, eh bien ou dans une fausse couche, les autres, en fait, ont des tempéraments particuliers et ils vont gérer de manière très, très différente. J'ai eu l'exemple d'une dame que j'ai accompagnée là pendant quelques mois, où, ben, par exemple, son frère aîné a fait c'est lui qui a fait le travail de gérer ses parents âgés parce qu'elle habitait très, très loin et son mari était très malade. Et donc, il fallait qu'elle s'occupe de son mari en priorité. Et du coup, ben, l'aîné, lui, il a fait ni une ni deux, il les a mis en EHPAD. Comme ça, il n'avait pas à les gérer chez eux, à mettre en place les auxiliaires de vie, à mettre en place le passage d'infirmière, ce genre de choses. Alors que si c'était elle qui était la seconde, elle aurait mis en place un maintien à domicile pour qu'il soit le moins traumatisé possible. Tu vois, c'est là qu'on voit les qualités. Le un, il dirige, et le 2, eh ben, il est dans l'écoute et dans le choix et le discernement. Et ça ne veut pas dire que les uns sont inhumains. C'est pas ça que je veux dire, hein. Ce que je veux dire, c'est que le 1, il est efficace. Il faut qu'il soit efficace. Et est-ce que du coup, ça me fait me demander, est-ce que de ton expérience, de tes observations, est-ce Oui. que finalement, au niveau des parents, il y a des attentes inconscientes par rapport à leurs Selon les enfants, par places, rapport aux positions des enfants? absolument. Absolument. On attend du 1 qu'il soit fort tout le temps. On est souvent plus dur avec l'aîné qu'avec les autres. Je parle de gens qui sont adultes aujourd'hui, hein, d'enfants qui sont maintenant adultes, hein, parce que la manière d'éduquer a beaucoup, beaucoup changé depuis mai 68. Et puis, donc les enfants qui sont issus de parents qui ont vécu mai 68, ils ne fonctionnent plus du tout de la même manière, je le vois autour de moi. Mais pour les gens qui sont adultes aujourd'hui, qui ont été élevés dans l'ancien système, donc des gens qui ont entre 50 et 60 et 70 ans, effectivement, on a eu des attentes pour eux. Déjà, il y a des attentes selon que ce sont des garçons ou des filles, et il y a des attentes selon leur rang. Et donc, l'aîné, il faut qu'il soit sérieux, il faut qu'il réussisse, il faut qu'il reprenne l'entreprise de papa, si papa a une entreprise, ou qu'il fasse le même métier. Il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions sur l'aîné, qu'il n'y a pas du tout sur les autres. Il y en a beaucoup moins sur les autres. Il y en a il peut y en avoir si la seconde est une fille, par exemple, il peut y avoir beaucoup d'attentes parce que c'est l'aîné des filles. D'accord. Voilà. D'accord? On va regarder donc les liens dans l'arbre. Est-ce que c'est bon? Je peux passer à la suite? Oui. OK. Bien. Donc là, donc c'est donc de quelle manière on voit avec qui on est en lien dans l'arbre, selon qu'on est l'aîné, le second, le troisième, et ainsi de suite, hein. Je n'ai montré que pour les 3 premiers enfants. Donc, vous voyez, c'est bleu clair, hein, pour le premier. Donc, le 1 est déjà en lien avec le 1 qui est son père. Alors, pourquoi le 1, c'est le père? Parce que traditionnellement, dans notre inconscient collectif, le père, on est encore sous un fonctionnement de patriarcat. Ça s'adoucit beaucoup, mais c'est encore vrai. C'est lui le capitaine du bateau, c'est lui le chef de famille. Et donc, le premier enfant est en lien, le vrai premier enfant, hein, est en lien avec son père de façon privilégiée,
ensuite avec sa grand-mère paternelle, ensuite avec son arrière-grand-père paternel. Vous voyez, donc le 1 est en lien avec le premier triangle 1. Vous voyez, vous montez au-dessus à gauche du triangle 1, il y a le triangle 3 et vous passez au-dessus au triangle 7. Donc, il est en lien avec le 1, avec le 7. Au-dessus de lui, presque en vertical, le 4. Alors, les ronds sont les femmes, les triangles sont les hommes. Le 1 et le 2, c'est papa, maman. Le 3, le 4, c'est grand-père paternel, grand-mère paternelle. Le 5, le 6, c'est grand-père maternel, grand-mère maternelle. Et au-dessus, ce sont les parents de chacun. Est-ce que ça, c'est clair? Voilà, le schéma est un peu compliqué là. Ben oui, mais c'est un arbre généalogique, voilà. Oui. Donc, les petits liens fins, là, le petit trait fin bleu, là, ça veut dire que c'est un couple. D'accord? Ok. D'accord? Donc, évidemment que quand on fait l'arbre de quelqu'un en particulier, il y a beaucoup moins de traits, puisqu'on fait que celui de la personne, donc ça sort en évidence. Donc, si on reste sur l'aîné, donc le premier triangle en bas, à gauche, qui a un numéro 1 à l'intérieur. Oui? Excuse-moi. Ce qui marche très très bien en cas que tu aies un doute, c'est quand tu mets ta petite souris sur le dessin. Voilà. Ah, vous la voyez, ma souris? Oui, on voit ta souris. Je voulais te le dire c'est bien, tout à l'heure. merci. On la voit ta souris et c'est bien aidant. Voilà, merci. Ok. Alors voilà, ici, c'est l'aîné de la fratrie. Il est en lien ici, donc je suis le chemin avec son père. En plus important. En deuxième plus important, sa grand-mère paternelle. En troisième plus important, son arrière-grand-père paternel. En quatrième plus important, son arrière-grand-mère paternelle. Je ne vous mets pas les termes techniques. En encore moins important, son arrière-grand-père maternel. Le 13, là, vous voyez le triangle avec le 13 dedans. Donc, alors, être en lien transgénérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? On va comparer ça à un livre. On va dire qu'on a tous, chaque membre de la famille, un livre de 1000 pages. Et sur ces 1000 pages, on pourrait dire qu'il y a 500 pages qui appartiennent pour l'aîné au père. Il y a peut-être 200 pages qui appartiennent à la grand-mère paternelle. Il y a peut-être 100 pages qui appartiennent à l'arrière-grand-père, à la numéro 7. Il y a peut-être 80 pages qui appartiennent à l'arrière-grand-mère. Et il y a peut-être 50 pages qui appartiennent à lui. Et plus on remonte, moins il y a de pages par personne avec qui on est en lien. Si on montre sur les arrière-arrière, il y aura moins de pages. Et donc, dans ces pages, c'est des pages qui parlent de l'inconscient familial. Ça veut dire que ce qu'on va hériter, c'est à la fois des qualités et à la fois des souffrances. Je vous montre un exemple après. D'accord? Donc, le 2, donc ça, c'est des généralités. C'est-à-dire, le 2 est toujours en lien avec sa mère, toujours en lien avec son grand-père maternel, toujours en lien avec son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère paternelle, son arrière-grand-père maternel et son autre arrière-grand-mère maternelle. Donc, on voit que là, déjà, la différence entre le 1 et le 2, c'est que le 1 est beaucoup plus en lien avec la branche du père et le 2 est beaucoup plus en lien. J'ai perdu ma souris. Je ne la vois plus. Et le 2 est beaucoup plus en lien avec le clan maternel. D'accord? Et le 3, lui, il a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Vous voyez, donc le 3, le triangle 3, je ne trouve plus ma souris. Ah, voilà. Le triangle 3, là, vous le voyez, il est en lien avec le triangle 3 de l'arbre, c'est-à-dire le grand-père paternel. Il est en lien avec la grand-mère maternelle, donc les deux extrêmes, l'arrière-grand-père paternel, l'arrière-grand-mère maternelle. D'accord? Donc, si par exemple, on va prendre un exemple, je pense que ce sera plus simple. Là, je vous rajoute les liens entre les mots, juste histoire de vous rendre compte à quel point ça peut être compliqué. Voilà, là, c'est un exemple. C'est l'exemple d'un petit garçon qui n'écrit pas à l'école. Il n'écrit pas à l'école alors qu'à la maison, il fait des maquettes d'hélicoptères, des maquettes d'avions. Enfin, c'est un gamin qui est donc intelligent. Il est là. Vous voyez, c'est le premier triangle en bas. Il a un papa, donc il est en lien avec son papa, parce qu'il est le premier enfant et seul enfant d'ailleurs. Et ce papa, il a un papa. C'est pour ça, vous voyez, c'est 2 rouges différents. Je change mieux les couleurs, mais bon. Et il a un grand-père. Et
on cherche pourquoi il n'écrit pas à l'école, pourquoi c'est si compliqué d'écrire à l'école. Et parce que du coup, ben, on s'inquiète pour le faire passer en classe supérieure. Alors que tout le monde voit qu'il est intelligent. Et donc, ben, on va voir le docteur, on va voir un psychologue, ainsi de suite. Puis on finit par aller voir quelqu'un qui travaille comme moi. C'est pas moi qui l'ai eu comme patient, cet enfant-là, c'est une collègue. Et donc, ben, on travaille sur transgénérationnel. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le transgénérationnel? Que cet homme-là, donc le grand-père paternel, avec qui l'enfant n'est pas en lien direct, hein. On est d'accord, hein? Il est en lien direct avec son père, qui lui est en lien direct avec son propre père. Et bien que cet homme-là, il était, pendant la dernière guerre, il a été blessé au bras droit, qui est son bras dominant, c'est-à-dire la main avec laquelle il écrit. Il a été amputé au niveau du coude. Donc, il n'a plus d'avant-bras droit. Et cet homme-là, il voulait être ingénieur aéronautique. Donc, cet enfant, il a capté la grande tristesse de son père, que le père du père ne puisse pas vivre son rêve, ne puisse pas faire ce qu'il avait envie de faire. D'accord? Et du coup, en captant cette tristesse chez son père, par loyauté, il n'écrit pas. C'est une loyauté familiale invisible. C'est-à-dire que le mot loyauté peut paraître bizarre et pourtant c'est un terme utilisé techniquement. Ça veut dire que par fidélité à ce grand-père, il s'interdit d'écrire puisque le grand-père ne veut pas écrire. Est-ce que c'est clair? Et alors, il s'appelle Barnabé, ce petit garçon. Et Barnabé, en hébreu, ça veut dire la consolation du Père. Donc, vous voyez, il est complètement dans son programme, en quelque sorte. Est-ce que là, c'est clair? Audrey? Oui, C'est oui, bon? oui. C'est bon. Ok, très bien. Donc, on a vu le transgénérationnel. On va voir une deuxième partie. Si vous vous souvenez des lignes de vie du début, il y avait le transgénérationnel et la période de la grossesse, hein, le pré-postnatal. Donc, je vous ai mis cette petite image humoristique là sur les angoisses de la maman enceinte. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette période, avant la conception, pendant la grossesse, à la naissance et les premiers mois de vie, hein. Donc, je reviens en arrière, toutes sortes d'inquiétudes. Il peut y avoir il y a tout le contexte dans lequel vient l'enfant. Est-ce que les parents sont en couple? Est-ce que c'est une aventure d'être soi? Est-ce qu'ils sont prêts à s'installer ensemble? Est-ce qu'ils ont un chez eux ou est-ce qu'ils habitent chacun chez leurs parents ou tous les deux chez un des parents? Vous voyez, il y a toutes les conditions dans lesquelles cet enfant va arriver. Ça va créer des précédents qui vont auxquels l'enfant va être loyal. Loyal dans le sens de loyauté familiale invisible. D'accord? Après, comment elle va vivre sa grossesse? Est-ce qu'elle va être très stressée ou pas? Est-ce qu'elle va avoir beaucoup de nausées? Est-ce qu'elle va subir beaucoup d'examens? Ce genre de choses. Vous voyez, tout ça, ça va impacter l'enfant. La santé, ce qui est vécu. J'ai eu le cas d'une petite fille qui était claustrophobe. Et en fait, pendant qu'elle était in utero, sa maman s'est retrouvée coincée dans un ascenseur. Donc, elle a eu un très gros stress parce qu'elle était quasiment en fin de grossesse. Elle avait peur de se retrouver à accoucher dans l'ascenseur. Donc, la petite fille, elle a retenu ça et pour elle, un espace clos, c'est juste inenvisageable. On a travaillé sur la peur. Elle a capté, en fait, elle s'est imprégnée de la peur de sa mère. En fait, les bébés dans notre ventre, ils sont comme des éponges et ils captent absolument tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, toutes les situations, hein, si c'est une famille recomposée, là, hein, j'ai bien aimé cette petite image, ce sont les enfants de papa, ceux de maman, ceux de papa et maman. Voilà. Il y a aussi quand il y a une séparation à ce moment-là, toutes sortes de causes. Absolument tout ce qui est vécu peut créer des bonnes choses comme des choses difficiles.
Voilà. Et le trauma, donc c'est le troisième rond, hein, de la ligne de vie, hein. Il y a le transgénérationnel, la période autour de la gestation, et il y a le traumatisme. Voilà. Donc là, je vais vous parler du traumatisme d'un de mes petits clients que j'ai eu il y a déjà très longtemps. Il doit avoir au moins 30 ans quand même. Et donc, la règle du comme si égale c'est. Quand quelqu'un vous parle en disant c'est comme si je sentais ceci ou c'est comme si je vivais cela, comme si égale c'est. C'est-à-dire que pour lui, en termes de ressenti, c'est réel et il faut en tenir compte. Donc, ce petit, il était en CP. Et bon, j'avais fait tout le travail en amont avec papa, ensuite avec maman, sur tout ce qui s'était passé pendant la grossesse, le transgénérationnel. J'avais fait tout ce travail de démêlage là déjà. Et je reçois donc l'enfant qui avait donc, qu'on a quel âge en CP, 6 ans, 7 ans. Et bon, alors, ça se passait mal donc avec l'institutrice. Et comme souvent, chaque fois que la maman allait récupérer l'enfant à l'école le soir, il y avait toujours, est-ce que votre enfant entend bien? Est-ce que votre enfant voit bien? Est-ce que votre enfant est normal? Il y a voilà, certaines institutrices ou instituteurs ne se rendent pas compte que c'est une maltraitance, ça aussi pour les parents, et enfin, d'être vu par ce prisme-là. Et donc, je discute avec cet enfant-là et il me dit, ben, c'est comme si quand elle me parle, ça fait une explosion dans ma tête. Alors, je lui dis, est-ce que tu es d'accord qu'on lui rende cette explosion? Et il me dit, mais ça va lui faire mal. Je dis, bah, écoute, on lui rend, mais puis après, on le lui enlève. Si on le lui enlève, est-ce que tu es d'accord de le rendre? Il dit oui, alors si on lui enlève, d'accord. Et donc, il faut savoir que la réalité des faits n'a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire qu'elle elle est peut-être pas en colère, elle a peut-être parlé juste avec fermeté, peu importe. C'est comme ça que l'enfant le vit et c'est ça qui compte dans le travail. Donc, on a rendu l'explosion à la maîtresse et on l'a enlevé de la maîtresse. Voilà. Et après la thérapie, évidemment, l'enfant était heureux. Et surtout, 15 jours après, la maman m'appelle et me dit, vous avez changé la maîtresse? Je dis non, moi je ne la connais pas, je ne sais même pas comment elle s'appelle et je ne sais même pas à quelle école va votre enfant. Donc, c'est pour dire que l'enfant lui-même, en changeant sa perception grâce au travail de thérapie, s'est retrouvé à ne plus vivre la relation à sa maîtresse comme une explosion et donc n'avait pas besoin d'être tout le temps en mode de protection, à se fermer pour se protéger. Voilà. Donc, dans le couple, c'est pareil que pour les membres de la famille. On prend un exemple, par exemple, d'un cadre français qui est convoqué pour une énième réunion tardive. Il a un ressenti d'injustice parce que du coup, ça se répète. Et quand il rentre chez lui, il ne peut pas voir ses enfants puisqu'ils sont déjà couchés ou en train de se coucher. Donc, voilà. Donc, ça entraîne un état de détresse, de colère, de mauvaise humeur, etc. Donc, si on libère le ressenti d'injustice, eh bien, du coup, on ne déclenche plus l'état de détresse, de colère, de mauvaise humeur. Ça n'empêche pas que la manière dont les cadres sont traités reste pénalisante, hein, mais au moins on libère le ressenti d'injustice et comme ça, la personne étant beaucoup plus détendue, ça ne va rien coder pour les enfants. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, il n'y a pas de question. Ok, très bien. Voilà, donc tous ces programmes qui nous pourrissent la vie, ça s'appelle des programmes de survie. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est la manière dont moi je détricote ces programmes de survie. Voilà. Donc, on va voir aussi la posture du couple parental, hein. Donc, par exemple, il est important quand on est… Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand un enfant est conçu, d'abord, il n'a pas toujours été prévu, ça peut arriver que c'est un accident. Et donc, les parents n'ont pas pensé, ils n'ont pas pensé cet enfant, ils n'ont pas pensé son devenir, ils n'ont pas pensé ce qui allait se passer avec cet enfant. Et ils n'ont encore moins pensé l'éducation. Donc, en fait, il y a quelque chose que moi j'observe chez les parents d'enfants que j'accompagne, c'est que très souvent, il faut un peu un concours de c'est moi le plus fort ou de c'est moi qui ai raison. Et du coup, ça n'avance pas en fait, hein. Et ce qui est important, c'est de voir
que l'autre a des qualités qui ne sont pas forcément les nôtres et qu'on peut les mettre ensemble. Et pour ça, ce qui est capital, c'est d'abandonner la notion de propriété d'une idée. C'est-à-dire qu'on met toutes les idées sur la table ensemble et on prend celles qui sont bonnes. Mais elles ne sont pas bonnes parce qu'elles appartiennent à madame ou parce qu'elles appartiennent à monsieur, elles sont bonnes parce qu'elles sont bonnes. Et on peut même associer les idées de l'un et les idées de l'autre et que ça va donner à une troisième voie qui va être même excellente. Donc, de se donner cette chance-là. Voilà. Donc, pour préparer l'éducation du futur enfant, il faut fonctionner comme une équipe, donc choisir une idée pour sa valeur et non son appartenance, et lister ses valeurs. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Quelle valeur ce couple-là veut que l'enfant reçoive et développe? Et qu'est-ce qu'eux-mêmes, ils veulent développer dans leur famille? Voilà. Donc, on peut choisir ce genre de c'est un exemple de valeur, de liste de valeurs. Hein. Et du coup, avec ces valeurs-là, on peut construire une charte. Une charte, parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'éducation des enfants, c'est que par exemple, un enfant va faire une bêtise, puis il va en faire une deuxième, puis il va nous tanner pour obtenir quelque chose, et on va finir par sortir de nos gonds, être en colère et donner une sanction qui va être disproportionnée avec le problème d'origine. Donc, la liste des valeurs va permettre de créer une charte qui sera unique pour cette famille-là, pour ces parents-là et ces enfants-là. Et c'est important que chacun la signe, même si c'est avec un petit gris pour les enfants qui ne savent pas encore signer. Ils peuvent mettre le même petit signe qu'ils ont à la maternelle, par exemple. Donc là, je vous ai donné des idées. Hein. Ça peut aller de se laver les dents tous les soirs à rire beaucoup, croire en soi, faire ce que l'on aime, être heureux. Après, ça dépend de chacun. Hein. Voilà, les règles de vie chez Didi, mettre ses chaussons, ranger son manteau. Là, c'est très, très concret. Voilà. Voilà. Et surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas voir les enfants comme un mini-moi ou un mini-toi, un mini-nous. Il est déjà la personne qui sera adulte. Il est déjà en puissance la personne qui sera adulte. Et ça, pour moi, c'est capital. Donc, déjà, de ne pas leur parler de manière gnangnan. Combien de parents j'ai vu parler à leur enfant. Alors, tu as fait ceci, tu vas faire cela, hein, et puis tu fais un bisou à la dame. Hein. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On leur parle normalement, ils sont capables, ils sont intelligents, et ils sont complets, déjà complets, même s'ils ont un corps qui va grandir. Voilà. Moi, j'ai observé pour moi-même, en fait, que je suis fondamentalement la même que quand j'étais enfant. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez déjà posé la question, vous vous êtes déjà rendu compte que vous étiez, au bout du compte, déjà ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'étiez déjà. Une question que je vous pose. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'étais enfant qui ont été mises sous cloche après en grandissant. Oui, mais c'était présent. Ça reste présent. Même si tu le mets sous cloche, c'est là. Ouais. Après, moi, je suis complètement d'accord sur le fait que l'enfant est une personne et qu'on doit lui parler comme une personne et pas comme un petit animal domestique, on va dire. Voilà. Je suis complètement d'accord, mais il est aussi quand même en phase d'évolution et encore plus peut-être dans l'enfance qu'à l'âge adulte. Du coup, c'est quand même la différence entre l'âge adulte et l'enfance, c'est que quand même dans l'enfance, l'enfant est soumis à grandir avec sous la. Ah ben sous l'influence, c'est sous l'influence et sous leur Il est enthousiasme dépendant. aussi. Oui, il est dépendant. Il est complètement dépendant pour grandir de l'autre en fait et de ses Oui, tout à fait. éducateurs, Pour de se ses nourrir, parents, pour tout se ça. vêtir, pour se laver, pour Voilà. Et ça, parler. voilà. Mais je te rejoins complètement ouais, sur le fait qu'un enfant est une personne, oui. Voilà. Et pas un mini lui ou elle. Voilà. Donc, prévoir les sanctions à l'avance dans la charte, justement. Pourquoi les prévoir à l'avance? Parce que du coup,
ces sanctions, quand on y réfléchit à froid, on n'a pas besoin de… Il n'y a pas la colère au milieu qui va la rendre, qui va la démultiplier, et on va prévoir des listes de bêtises, entre guillemets, de bêtises possibles avec des sanctions qui correspondent. Donc, ni le piquer, ni brimer complètement, hein. Moi, je suis plutôt pour faire réparer ces erreurs, faire subir les conséquences des actes. C'est-à-dire, ben voilà, tu as tout sali avec ta peinture, et ben, tu nettoies. Même si il est tout petit, qu'il a du mal, et ben, on va l'aider, on va lui montrer, parce que je pense que la modélisation, c'est quand même vachement important. Hein, fais ce que je dis et pas ce que je fais, c'est un truc qui ne fonctionne pas, hélas. Hein, donc, voilà, de faire réparer si on peut. Voilà. Voilà. S'il y a des bêtises qui ne sont pas réparables, bon, là, j'ai pris l'exemple d'un vase qui serait précieux, unique, avec une grande valeur, et qui n'est pas remplaçable, même avec de l'argent de poche, parce qu'il n'existe pas, il n'y avait qu'un seul exemplaire. Eh bien, à ce moment-là, c'est important, je pense, de montrer nos émotions, de montrer que ça nous a fait de la peine, que ça nous a attristés. Parce qu'évidemment, je pense qu'à part des enfants qui ont des gros troubles, les enfants ne font pas exprès de faire des bêtises. Au départ, ils ne savent pas que ce sont des bêtises d'ailleurs. Voilà. Donc la colère, l'excès, fatigue, eh ben, c'est le moment quand on est dans cet état de retourner à la charte avec l'enfant, de regarder la sanction prévue et de l'appliquer avec mesure. Voilà. Pour avec des adolescents, c'est un peu plus compliqué, hein. J'aime bien cette image pour savoir lire les émotions d'un adolescent, hein. Parce que c'est vrai, c'est très difficile de savoir, hein, d'avoir des informations, en tout cas, sur le visage des enfants, ados. Voilà. Donc, plutôt d'accompagner. Voilà, je me souviens quand je préparais mon bac de ma mère qui révisait l'histoire et la géographie en même temps que moi. Je lui disais, tu sais, ça ne va pas la faire mieux rentrer dans mon crâne que toi, tu l'apprennes. Mais bon, elle avait l'impression de m'aider. Et comme ses parents, là, qui montrent des panneaux alors que leur enfant est épuisé sous la couette et en fuite, je pense que c'est plus simple peut-être pas plus simple, non, mais en tout cas plus productif de dire qu'on a confiance en eux, qu'on sait qu'ils sont intelligents. Et si on construit cette confiance dès leur naissance, alors ils auront beaucoup moins en tout cas de problèmes de fuite et de peur et de blocage à l'apprentissage. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de rester des partenaires et pas des compétiteurs, de rester inventif dans l'éducation des enfants. Et je précise des filles et des fils parce que c'est important si on veut l'égalité des droits et le respect et vivre dans un monde qui nous convienne mieux, d'éduquer aussi bien les filles que les fils, que ce soit sur le plan éthique, sur le plan de la culture générale, des savoirs et des savoir-faire et surtout du savoir-être. Voilà. Voilà, garder des rôles aussi assez établis. Voilà. Ouais, et toi, ma chérie, tu aurais choisi qui comme papa? Maman. Voilà, là, c'est des rôles qui sont inversés, des parents inversés. Donc, c'est important quand même que chacun tienne son rôle. Voilà. Il y a actuellement beaucoup de papas qui sont des papas gâteaux et qui ne veulent pas du tout rentrer dans le travail éducatif, qui ne veulent pas du tout rentrer dans le travail du modèle, ni même de la sanction, parce que hélas, il faut quand même sanctionner de temps en temps. Et du coup, qui ne participent pas au maintien du cadre. Et du coup, ça oblige les mères qui ont la conscience de faire le travail à leur place et ça fait des parents inversés. Et ça, c'est très, très dommage parce qu'après, ça fait des pathologies chez l'enfant quand il est adulte
sont problématiques. Voilà. Voilà. Donc, dans les rôles, eh ben, pour lui, les limites du territoire, les limites éducatives. Alors, évidemment, les sanctions sont aussi données par les mères, mais c'est important qu'elles le fassent au nom des deux parents. Quand la maman impose une sanction, que les deux soient d'accord et notamment qu'ils ne se disputent pas sur le… Si toutes les valeurs ont été discutées en amont, avec une charte choisie en amont ensemble, créée ensemble, inventée ensemble, à ce moment-là, que ce soit lui ou elle qui accompagne, qui aide, qui protège, parce que les limites du territoire, c'est aussi protéger, qui éduque, que ce soit dans la modélisation ou dans la pose de la limite, que ce soit l'un ou l'autre qui les pose en leur donnant à eux. Voilà, pour moi, ça fait partie des choses, en tout cas, je remarque que quand les parents fonctionnent comme ça, l'enfant est beaucoup plus détendu, il sait sur qui il peut s'appuyer. Voilà. Voilà, et de sortir du mythe de l'enfant sage. Un enfant sage, c'est souvent un enfant qui est très triste. Voilà. Donc, au bout du compte, si on libère les ressentis qui nous influencent, si on a un positionnement clair et qu'on a une éducation qu'on a choisie ensemble, les parents, eh bien, ça devrait bien marcher. Ça veut dire qu'on augmente les chances. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des accidents de parcours, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de grandes difficultés, mais au moins, la base sera solide. Voilà. Alors, je vous ai mis ce texte de Khalil Gibran que j'aime beaucoup, que nos enfants ne sont pas nos enfants, et qu'au bout du compte, notre travail, c'est d'envoyer la flèche que sont nos enfants, grâce à l'arc que nous sommes, le plus loin possible. Voilà. Sachant que, bien entendu, personne ne nous demande de faire comme cette jeune femme sur la photo. Voilà. Voilà. Donc, pour sortir des influences, il faut travailler sur ces 3 zones-là. Voilà. L'idée, c'est comment dire, le bonheur n'est pas forcément à l'issue, mais en tout cas, ce sont de bonnes bases pour tendre vers. Voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais arrêter l'enregistrement qui est